Bonjour chers spectateurs, je me présente, je suis Jean-Luc Grodard. Et je suis Eric. Oh merde. Souvenez-vous, c'était dans le dernier épisode de Cassette Mercenaire, nous vous parlions de Jason Voorhees par le biais d'un pastiche de Vendredi 13. Aujourd'hui, on va en profiter pour évoquer Freddy Krueger. Freddy Krueger le rappeur? Je vais tout déchirer comme Freddy qui baisse dans des draps de satin. Non, cette fois, y a pas de rappeur qui s'appelle comme ça. Dommage. Non, je parlais de Freddy Krueger, le tueur des griffes de la nuit. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est un personnage que j'aime bien. Vas-y, dis-nous pourquoi, c'est l'occasion. Bon, ok. En 1984, alors que le genre du slasher est en plein essor et que tout le monde essaie d'imiter plus ou moins Halloween ou Vendredi 13, sorti en 78 et en 80, Wes Craven arrive à sortir du lot avec Les Griffes de la Nuit. Alors il est encore question d'un tueur qui massacre une bande d'ados dans une banlieue américaine, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est Freddy. Tout chez ce personnage avait de quoi devenir emblématique. Son look, c'est-à-dire aussi bien son pull rayé de mauvais goût que son visage brûlé, l'interprétation de Robert Englund qui prend un grand plaisir à jouer les sadiques, son arme originale qui consiste en un gant métallique équipé de griffes, et puis surtout ce concept génial qui est que le tueur agit dans le monde des rêves, une idée qui ouvre à plein de possibilités, propice à créer une ambiance oppressante dans les premiers films, et au fil des suites à laisser libre cours à de grands délires. Bref, pour moi, Freddy Krueger est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur méchant du cinéma. Bon, et comme avec tout concept novateur et qui connaît en plus un succès commercial, Les Griffes de la Nuit a entraîné un bon nombre de copies ou de plagiats plus ou moins directs. Il y a eu entre autres Night Killer, Brain Scan, Dream Maniac. Même des personnes rattachées à la saga de Freddy s'y sont mis. Wes Craven lui-même avec Shocker, où là aussi un tueur revient après sa mort pour se venger avec des pouvoirs surnaturels. Ou Jack Sholder, le réalisateur de La Revanche de Freddy, qui a ensuite tourné Génération X, une adaptation d'un comic dérivé des X-Men, mais où les mutants combattent un scientifique qui entre dans les rêves. Il y en a peu qui sont sortis en France, mais on en a quand même vu 3. Bad Dreams et Dream Demon, qui étaient ennuyeux. Et Satan's Bed, un plagiat indien ennuyeux et moche. Du coup, on va vous parler de Bates Motel. C'est quoi le rapport avec Freddy? Aucun. Ah d'accord. Mais il s'agit aussi d'un film dérivé d'une autre œuvre marquante du cinéma d'horreur. Psychose. La plupart d'entre vous connaissent sûrement la série plus récente Bates Motel. J'avais été surpris lors de son annonce parce que j'avais déjà entendu parler de la précédente série de même nom qui avait fait un flop. Seul le pilote avait été tourné sous la forme d'un téléfilm d'1h30 qui a été oublié de tous. Je cherche le Bates Motel. Jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler de ce motel. No señor, no le puedo decir dónde queda este hotel. Au moins cette durée de long métrage a permis à Universal de commercialiser le film en VHS dans plusieurs pays. Tout le monde est à peu près familier avec le classique d'Alfred Hitchcock de 1960. Mais après la mort du réalisateur, il y a eu 3 suites à Psychose, en 83, 86 et 90. Et l'épisode 2 est étonnamment bon. Et en littérature, l'auteur du livre original, Robert Bloch, a aussi écrit 2 suites, Psychose 2 en 82 et Psychose 13 en 90, et dont les histoires n'ont en fait rien à voir avec les films. Quant au téléfilm Bates Motel, il date de 87, et le premier truc surprenant, c'est son casting, qui comprend Laurie Petty, qui a incarné Tank Girl au cinéma, Greg Henry, qui était dans Body Double et Scarface, Jason Bateman, encore tout jeune, Buck Flower, qu'on a déjà vu dans des rôles de clochard dans Retour à le futur 1 et 2 et dans Wishmaster, et enfin il y a Bud Cort, qui a incarné Harold dans un rôle des modes et qui tient ici le rôle principal. Non pas celui de Norman Bates, mais d'Alex West. En fait Norman n'apparaît qu'au début sous les traits de Kurt Paul, qui était la doublure d'Anthony Perkins dans Psychose 2 et 3. Le film débute à la fin du premier Psychose, et suite à son procès, Norman se fait interner dans un asile. Dans le même lieu se trouve Alex, un enfant qui a tué son père qui le maltraitait. C'est une idée étrange, mais l'un des psys cause sa rencontre avec Norman, qui tient alors un rôle de père de substitution pour Alex. Norman avait beau être un tueur en série, c'était apparemment un brave gars, plein d'optimisme et de bonne volonté. Il a tenté de m'expliquer que même lorsqu'on avait été maltraité, il fallait essayer d'oublier. Pour pardonner et essayer d'extirper la haine de son cœur. C'est à se demander si on parle du même Norman. Celui qui épiait les femmes sous la douche avant de les poignarder dans les habits de sa mère. Aux yeux du monde, c'était un meurtrier, mais pour moi, c'était un ami. Lors de sa mort, Norman lègue ses possessions à ses proches. Un monsieur Yockey qui m'a appris à danser le twist et le hucklebuck, ma collection de 45 tours. C'est sympa, Norman. Et à Alex, il lègue son motel. Le jeune homme décide de remettre la propriété sur pied pour en faire un hôtel à thème mexicain, et d'habiter dans l'ancienne maison des Bates. Il garde aussi tout le temps avec lui l'urne avec les cendres de Norman, à qui il continue de parler comme s'il était encore vivant. Pas mal, hein, Norman? Pour notre première nuit, le motel est complet. On s'imagine facilement qu'Alex va suivre le même schéma que son ami, il va adopter son identité comme Norman l'avait fait avec sa seule amie, à savoir sa mère. Surtout que le film installe une ambiance qui se veut angoissante. Mais en fait c'est juste un leurre, il se passe jamais rien de bien grave ni vraiment horrifique, et même lorsqu'Alex a des visions morbides, ou lorsque des incidents paranormaux surviennent durant les travaux, tout trouve finalement son explication grâce à une intrigue à la Scooby-Doo. Quittez ma maison! Vous n'êtes pas la vraie Madame Bates! J'en suis persuadé! Tiens, le voilà ton fantôme.
En plus, la fin est prévisible alors que dans le film, la police n'a encore une fois aucun indice. En fait, rien, aucun indice. Bates Motel s'avère être plus une comédie dramatique qu'un film d'horreur. Il est question de la difficulté du héros à s'adapter à la vie normale, ce qui aurait pu être intéressant d'ailleurs, mais tout est traité avec niaiserie et un trop-plein de bons sentiments qui nous rappelle vraiment que ce qu'on voit est un téléfilm, puisqu'on croirait voir un de ceux diffusés l'après-midi sur M6. On a gagné, Norman. Non, c'est toi qui as gagné. On imagine qu'Alex n'a côtoyé que des fous et des tueurs en grandissant, puisqu'il est resté à l'asile jusqu'à ses 27 ans. Manque de chance, la première amie qu'il se fait est une squatteuse hystérique. C'est bon. Je crois que tu pourrais te montrer plus enthousiaste. Tu pourrais dire vraiment bon, délicieusement bon. Les deux personnages n'ont même pas eu le temps de tisser des liens que le film les sépare déjà dans une séquence censée être déchirante. Et ça se produit 3 fois en 1h30. La fille ne fait que partir et revenir jusqu'à ce qu'elle tombe sous le charme d'Alex. J'ai besoin de toi. Besoin de moi? Pourquoi faire? Qui c'est qui me fera des petits pâtés chauds à la bête? Alex, j'ai vraiment envie de t'embrasser. Alex, pas toi. Non, peut-être une autre fois, Willy. Oh non, maintenant. Willy! On voit bien que ce téléfilm cherche à poser les bases de la série avec comme protagoniste ce duo mal assorti, et aussi cette histoire de prêt qu'Alex va devoir rembourser à la banque. Mais d'après Bud Cort, dans une interview d'époque qu'il avait donnée à la Schenectady Gazette, le principe de la série était surtout de faire du Bates Motel un endroit magique, qui donnerait à ses clients une chance de rédemption. Pour que tu puisses enfin avoir une seconde chance. On a tous droit à une seconde chance. Mais au lieu d'être le pantin, ils seront les marionnettistes. Après tout, ce sont des artistes. Du coup, il y a réellement des fantômes qui hantent le Bates Motel, mais ils prennent plus l'apparence d'Ange Gardien façon Joséphine qui essaie de redonner de la joie de vivre aux clients. Je crois que vous avez besoin de vous amuser. Prends donc ma petite main et tu m'aimeras. Ah, je ne peux pas, non. Oh, mais si. Mettez vos chaussures pour un vrai rock'n'roll. Tourne, 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 tourne autour de moi. Il y a même une romance qui naît entre la première cliente du motel et un adolescent. Sauf qu'il est mort depuis 20 ans. Et qu'il est mineur. Et on sait pas si Alex est conscient ou non que tous les jeunes qui ont envahi son motel dès la première nuit sont des fantômes, et que du coup la caisse doit être vide. Mais le lendemain, quand tout le monde a disparu, il trouve ça normal. Qu'est-ce qu'il est bête. Vous dirigez un motel plein de charme et de mystère. Je sais. Aussi bien par le ton adopté que par le gros n'importe quoi général, Bates Motel trahit pas mal le film sur lequel il se base. D'ailleurs, il multiplie les incohérences et les altérations par rapport à Psychose. Norma Bates devient Gloria Bates, Farvel devient Fairville, et on prétend que le corps de la mère de Norman n'a jamais été retrouvé, alors que sa découverte est un des moments marquants dans Psychose. Mais au moins avec Bates Motel on se marre beaucoup. J'ai ri aux larmes. Mais laissons donc le mot de la fin à ce cher Alex West. Personne n'a dit que la vie était facile. Car sinon elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Vous savez, je pense qu'avec un peu de chance, tout est à portée de la main. Je sais que Norman s'accorde. Oh, mais au fait, si vous avez besoin d'une chambre, vous ne nous trouverez pas forcément, mais... Qu'importe, la terre est ronde. Ça me fait penser, je me suis acheté la BO des oiseaux. Ah,